Kirchhoff et Bunsen ont découvert la composition de l'atmosphère du Soleil en faisant l'analyse spectrale de la lumière solaire. Ils ont comparé le spectre d'émission d'une source thermique de lumière blanche au spectre d'absorption de l'atmosphère du Soleil. Bon, ok, je me suis un peu emballé là, reprenons depuis le début. Bon, la matière, quand elle a de l'énergie thermique, elle la partage. Tranquillement, les atomes qui ne sont pas immobiles font vibrer l'espace autour d'eux. Ah ouais, les trucs chauds, ça fait du bruit, c'est connu ça. Où t'as entendu que je parle de vibration de l'air? La vibration dont je parle concerne l'espace, pas la matière. En fait, en chacun de ces points, même quand il est vide et qu'il n'y a pas de matière, l'espace possède un caractère électrique et un caractère magnétique. Soit dit en passant, ce sont des caractères qui sont liés. On parle d'électromagnétisme. Donc, une radiation, c'est une modification répétitive des caractères électriques et magnétiques de l'espace. Et ça se déplace. En ligne droite d'ailleurs. Et du coup, comme ça se déplace en ligne vraiment très droite, eh ben, on appelle ça un rayon de lumière. Oui, je suis bien en train de vous parler de rayon de lumière. Le mot lumière est le bon si l'œil est sensible à la fréquence de ces modifications électromagnétiques. Sinon, on ne dit pas lumière, hein, on dit juste radiation. Onde électromagnétique aussi. Bon, ça dépend de la fréquence en fait. Et aussi de la période du coup, parce que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Et pour un milieu de propagation donné, à une fréquence donnée, correspond une distance particulière, spécifique à l'onde, la longueur d'onde. Cette distance, c'est celle qui sépare deux maximums successifs de perturbations électromagnétiques. Par exemple, dans le vide, une onde de fréquence 1 GHz, c'est-à-dire de période 1 milliardième de seconde, qui se déplace à la vitesse de 300 millions de mètres par seconde. Eh bien, entre deux maximums successifs, vous avez une distance D égale V fois T de 30 cm. Plus la fréquence est grande, plus la longueur d'onde est petite. Et notre œil détecte les radiations, dont la longueur d'onde est comprise entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Revenons aux radiations. Comme toutes les ondes, elles peuvent se superposer et quand on a un ensemble de radiations superposées, ça s'appelle un rayonnement. Dans le cas d'un objet qui émet de la lumière blanche, on s'aperçoit qu'on a dans son rayonnement toutes les radiations superposées les unes aux autres, toutes les radiations que l'œil est capable de détecter. Et on s'en aperçoit comment? En mettant un peu d'ordre dans le bazar des radiations superposées. On les envoie sur un écran à des endroits différents si elles ont des longueurs d'onde différentes. On les disperse. Et ça nous fait le fameux spectre de la lumière blanche qui contient toutes les radiations visibles. Et alors, si la source de lumière n'a pas émis toutes les radiations, je veux dire, par exemple, du fer chauffé à rouge, est-ce que ça émet toutes les radiations visibles? Alors là, non. En fait, la source n'est perçue blanche que si son spectre contient toutes les radiations visibles à des intensités comparables. Bon, après, tant qu'on reste dans un certain équilibre, c'est juste une histoire de balance des blancs. Dans le cas du fer chauffé à rouge, le spectre de cette source contiendra surtout de la lumière rouge, un petit peu de radiation orange et un soupçon de radiation jaune, mais ça sera tout. Par contre, on aura une infinité de différentes valeurs de longueur d'onde, toutes comprises au-dessus d'un certain seuil, mais l'ensemble fera une continuité dans le spectre qui fait qu'on parlera de spectre continu. Ok, et alors un tube néon par exemple, comme ceux qui sont en classe, qu'est-ce que ça donne? Là, avec un spectroscope, on voit bien qu'il n'y a que certaines radiations présentes, il n'y a plus de nuancier continu. On obtient alors un spectre majoritairement constitué d'un fond noir, c'est-à-dire que la plupart des radiations visibles, normalement, là, elles sont absentes. Et sur ce fond noir, il y a juste quelques raies colorées, et du coup, on appelle ça un spectre de raies, c'est ça? Oui. Quelques raies colorées, bien vives, dont le mélange est perçu par notre système visuel également comme la couleur blanche. Dans les deux cas que l'on vient d'évoquer, en fait, on a observé le rayonnement tel qu'il était juste après avoir été émis.
Et du coup, dans cette situation-là, on parle de spectre d'émission. Ah, parce que c'est pas toujours comme ça? Désolé, non. En fait, si la matière est capable d'émettre de la lumière, eh ben, elle est aussi capable d'en absorber. On s'aperçoit que si le rayonnement d'une source thermique blanche traverse un nuage de gaz, eh bien, après cela, le spectre du rayonnement présente un certain nombre de raies qui manquent à l'appel. Disparu, envolé, évanoui, absorbé quoi. Si on fait le spectre de notre rayonnement après la traversée de la matière absorbante, eh bien on s'aperçoit que le nuancier de Newton est marqué de raies noires, c'est-à-dire d'absence de radiation. C'est quoi le rapport entre raies noires et absorption de radiation? Premièrement, il faut se rappeler que la couleur noire, c'est la sensation visuelle que l'on a quand aucune lumière ne parvient à une cellule photoréceptrice dans notre rétine, au fond de notre œil. Et deuxièmement, quand une radiation a disparu de notre bel arrangement trié de radiation par ordre de longueur d'onde, croissant ou décroissant, eh bien, ça fait un emplacement sur l'écran qui est éclairé par notre rayonnement dispersé, ça fait un emplacement qui ne reçoit pas de lumière et qui donc apparaît noir. Donc une absorption, ça apparaît comme un emplacement noir dans le spectre. Ok. Le plus important, c'est que les radiations manquantes ne manquent pas au hasard. Pour un même élément, c'est toujours les mêmes radiations qui sont absorbées et qui manquent. Oui, oui, vous avez bien entendu. Le spectre de la lumière blanche après la traversée d'un gaz ne contenant qu'un seul élément, eh bien ce spectre caractérise l'élément de par les radiations absentes dans le nuancier de Newton. Et on appelle d'ailleurs ça le spectre d'absorption de l'élément. Si on se débrouille pour faire émettre de la lumière à notre élément, par exemple en faisant traverser par du courant électrique un gaz de cet élément à basse pression, eh bien, on obtient des raies d'émission cette fois, qui sont les mêmes que les raies d'absorption lorsque ce gaz est, on va dire, inerte et qu'il est traversé par un rayonnement thermique de lumière blanche. Tu veux dire que les raies colorées dans le spectre d'émission d'un élément correspondent aux raies noires dans son spectre d'absorption? Exactement. Avec ça, on est capable d'identifier la présence d'un élément dans un nuage de gaz. Il suffit de comparer les longueurs d'onde des raies noires aux longueurs d'onde des radiations connues pour correspondre à un élément donné. Tout ça, on a des tables qui nous le disent. C'est comme ça que Kirchhoff et Bunsen ont reconnu dans le spectre de la lumière qui nous arrive du Soleil des raies d'absorption noires typiques de l'élément hydrogène et de l'élément hélium. Et donc, ils ont su qu'il y en avait entre la Terre et le Soleil, alors. Plus précisément, l'atmosphère de la Terre ne contenant ni hydrogène ni hélium, et l'atmosphère du Soleil étant le seul autre gaz traversé par la lumière du Soleil, eh bien, ils en ont conclu ce qu'ils en ont conclu. Et sinon, c'est quoi, là, cet astérix qui vient régulièrement s'inviter dans l'image, là? Ça, là? Non, c'est rien, c'est juste pour repérer les trucs importants à retenir dans la vidéo. Tu pouvais pas le dire avant. Fallait demander. Bon les jeunes, la vidéo est terminée, c'est le moment d'aller vérifier sur le questionnaire que vous avez compris l'essentiel. Et je vous dis à très bientôt en présentiel.